ouvimos falar muito na questão da desigualdade ao acesso à saúde. E realmente, acho que, de novo, realmente há uma desigualdade muito grande. Nós temos diversos problemas de acesso a produtos e procedimentos, e também nós temos, e eu fico me perguntando, será que nós também temos acesso, será que há desigualdade no acesso, na qualidade dos medicamentos? Essa é uma pergunta que acessar os medicamentos, acessar os procedimentos é uma coisa muito importante. Agora, será que esse acesso realmente ele está sendo efetivo? Será que o acesso ao medicamento, o medicamento tem a qualidade que o paciente espera ter? Eu sei que esse não é o foco desse debate, mas a gente não pode deixar de trazer para as mesas de debate a questão do acesso à saúde, também o acesso à saúde com qualidade. Nós temos que ter essa preocupação. Nós temos medicamentos falsificados, nós temos medicamentos com severos desvios de qualidade, nós temos medicamentos que matam, deveriam salvar, mas matam. Muitas pessoas já morreram tomando medicamentos. Então a gente também tem que ter essa consciência que não é só ter acesso ao medicamento, acesso ao procedimento, acesso às novas tecnologias, aos novos diagnósticos. Temos um caso recente do Celobar, em que num diagnóstico morreram diversas pessoas contaminadas com sulfato de bário. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter. Então, eu fico me perguntando, nós temos nossa agência de vigilância sanitária, os outros países também têm suas agências de vigilância sanitária, cada uma tem suas metodologias, seus procedimentos diferentes, e tentam alcançar a melhor qualidade para os produtos destinados à saúde. Aqui no Brasil, particularmente, nós temos na classe dos medicamentos 3 medicamentos distintos. São os medicamentos inovadores, são os novos medicamentos, os genéricos, né, que é uma classe de medicamentos que é espalhada em todos os países, e aqui no Brasil nós temos uma classe de medicamentos chamados similares. Não é inovador, não é genérico, é um similar. Eu não sei se eu já tinha visto algum genérico do Moixandon, não sei se alguém já viu, mas eu não vi. Fazer genérico de vinho também nunca vi. Então fazer genérico e similar de medicamento é complicado. Principalmente medicamentos de cunho biológico, são muito mais complicados ainda. Os genéricos têm algum tipo de controle, ainda está indo, eu acho que ainda não são todos os controles que deveriam ter, precisaria ter mais controle de qualidade, mas os similares não. Os similares não têm nada mais, nada menos do que dizer eu sou similar a fulano. E é isso que se caracteriza um similar. Então, um produto similar que tem na farmácia, você diz eu sou similar a fulano. Eu não posso nem ter o mesmo nome, porque eu sou similar. Igual seria ter o mesmo nome, mas é similar. Bom, então, essas são preocupações que eu estou levantando. Nós temos, nessa questão, essa questão tem 3 focos, eu acho que os nossos debatedores vão falar sobre isso, com certeza com mais propriedade do que eu, que conhece melhor do assunto. Nós temos, nessa questão, o governo, grande interessado, principalmente o governo brasileiro, que é o maior comprador de medicamento que tem no mundo, né? O governo brasileiro compra para o SUS. Nós temos as indústrias farmacêuticas, que têm um grande interesse em vender esses medicamentos para o governo, né? Nós temos os médicos, que são responsáveis pela prescrição dos medicamentos. E, no final dessa cadeia, nós temos os pacientes, que ficam refém desse triângulo. Talvez possamos colocar mais alguma coisa nessa lista aí, mas 3 já é o suficiente. O governo determina uma lista que tem que ser cumprida pelos médicos. Os médicos, por sua vez, não têm que ter compromisso nenhum com lista nenhuma. O médico só tem que ter compromisso com a sua ética
e com a sua capacidade, seu conhecimento. As empresas farmacêuticas gostariam muito que os médicos receitassem determinados medicamentos, principalmente aqueles que não estão na lista dos medicamentos que são chamados referências, né? Que no Brasil é chamado de referências. Na França, pelo que eu entendi pela uma fala da professora Anne, que seria os medicamentos reembolsáveis, que não são adquiridos pelo governo. Bom, eu fico me perguntando se... Bom, a lista é uma lista que é difícil de entender como é que as coisas são colocadas nessa lista. Nós temos pessoas que são gestores de saúde, que nem sempre são médicos, e que acabam determinando o que o médico vai receitar, ou pode receitar, ou não pode receitar. Eu fico me perguntando se isso é correto ou não é correto. Bom, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso eu ouvi ontem, tenho ouvido durante quase a minha vida toda. E aí ficam essas perguntas que nós gostaríamos de ter. Hoje nós estamos bem, não somos pacientes, mas nós podemos ter algum dia a situação de estar como paciente. Eu lembro que um sociólogo brasileiro bem conhecido, talvez não tão conhecido na França, mas chama Herbert de Souza, ele disse que ele é sobrevivente de duas grandes catástrofes. Uma foi a catástrofe da tuberculose, ele sobreviveu por causa de uma semana. Quando saiu um novo medicamento, ele tomou o medicamento, antes de uma semana, todos que tinham morreram. E depois ele foi o sobrevivente do HIV, do vírus HIV, em que ele já estava no CTI muito mal e acabou de sair o coquetel anti-HIV. Então ele foi sobrevivente de duas catástrofes. Um medicamento que possa levar a sobrevida de um paciente em 26 dias, a professora Anne falou que teve um caso que foi recusado, pode significar entre a vida e a morte dele. A tecnologia é muito rápida, as coisas aparecem muito rapidamente. Então, esses pontos que eu coloquei aqui, que levantei, é apenas para incitar os nossos debatedores a comentarem. Eles vão falar sobre essa questão. Então eu vou convidar inicialmente, aqui pela ordem que aparece na programação, Dr. François Bourdillon, que é o médico do Departamento de Saúde Pública, presidente da Sociedade Francesa de Saúde Pública, para começar a sua exposição. Obrigado. Oui, bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité parler ici de la question des inégalités dans l'accès aux soins et aux produits de santé. Alors, je vais reprendre un certain nombre de choses qui ont été dites en les structurant, en vous rappelant qu'on a un bon état de santé en France, qu'on a une médecine de qualité, pour ne pas dire de grande qualité, et qu'on a un système d'assurance maladie performant, mais que malgré ces éléments, nous avons dans notre pays des inégalités sociales de santé, et dans ces inégalités sociales de santé, des difficultés pour certaines catégories de population pour accéder aux soins, et je vous décrirai ces éléments-là. Puis, dans la dernière partie de mon exposé, je traiterai de la question de l'accès aux produits de santé, et en particulier aux médicaments, mais je ne suis pas sûr que je pourrais traiter de la question de la qualité des médicaments, ni celle des génériques, que mon ami Jean-Hugues Trouvin aurait été bien plus à l'aise à traiter que moi. Alors, la première chose que je voudrais vous montrer, juste pour témoigner
de la qualité de notre médecine, mais aussi de l'environnement dans lequel nous vivons en France, c'est l'augmentation de l'espérance de vie depuis la Révolution française. Et vous voyez que cette espérance de vie est régulièrement croissante, et on considère qu'on gagne 3 mois d'espérance de vie tous les ans, et donc tous les 4 ans, nous gagnons une année d'espérance de vie supplémentaire, et ceci témoigne du bon état de santé des Français. La moyenne d'espérance de vie à la naissance est de 78 ans chez l'homme et de 84 ans chez la femme. La seconde chose que je voudrais vous rappeler, c'est le bon système de soins et de santé que nous avons, en soulignant que nous avons un système hospitalier qui est articulé entre des hôpitaux publics et des hôpitaux privés, et que nos hôpitaux publics accueillent l'ensemble de la population française avec une qualité des soins très importante, et on peut même dire que lorsqu'on a une maladie rare, lorsqu'on a une maladie très grave, on se fait hospitaliser plutôt en priorité dans les hôpitaux publics que dans les hôpitaux privés. Les centres hospitalo-universitaires étant les hôpitaux d'excellence. Pour vous donner un exemple qui fait référence au Brésil, lorsque votre grand footballeur Ronaldo s'est fait opérer du genou, il s'est fait opérer dans un hôpital public français, et ce s'est très très bien passé. On en était ravis. D'ailleurs, c'était l'attraction dans l'hôpital lorsqu'il s'est fait opérer. La différence entre l'hôpital public et, je dirais, les hôpitaux privés, c'est que les hôpitaux privés sélectionne d'une certaine façon la catégorie de pathologie qu'il va prendre en charge. L'hôpital privé va par exemple prendre en charge les patients atteints de cataracte, la chirurgie maxillofaciale, les prothèses de hanche, alors qu'on va voir en comparaison plutôt dans les hôpitaux publics la prise en charge des malades atteints de cancer ou des pathologies pédiatriques, voire des personnes âgées. Puis nous avons un système libéral qui est articulé sur 2 catégories de professionnels, les médecins généralistes et les spécialistes. Et comme vous l'a dit Pierre-Louis Bras, les médecins en France ont, pour ceux qui ont choisi le premier secteur de médecine, un prix de consultation administré. Et quand vous allez voir le spécialiste en France, qui est en secteur 1, vous payez 23 €. Mais une catégorie de spécialistes a la possibilité de prendre des tarifs qui vont bien au-delà du tarif administré et on les qualifie de honoraires libres. Et pour vous donner un exemple, si vous allez voir un gynécologue médical ou un ophtalmologiste en secteur 2, eh ben, il vous prendra beaucoup plus que la consultation à 23 € qui est fixée par la sécurité sociale, et il peut aller jusqu'à 60, 80, 100 € la consultation. Et si je vous dis ça maintenant, c'est pour souligner tout à l'heure quelques inégalités de santé dans ce domaine-là. Et pour faire en sorte que notre système soit fluide, on a souhaité organiser le parcours de soins. Et quand je dis souhaiter organiser le parcours de soins, ça veut dire que la sécurité sociale souhaite que lorsqu'on a un premier recours chez le médecin, on aille voir le médecin généraliste, qui lui va décider si on peut aller voir le spécialiste. Et si vous allez voir le spécialiste directement, sans passer par le généraliste, vous allez aussi payer une consultation plus chère et non remboursée par la sécurité sociale, en tout cas moins remboursée pour cette partie-là. Et enfin, et si je le souligne comme ça, c'est aussi pour vous dire qu'on a un système de santé publique organisé. Et quand je dis on a un système de santé publique organisé, c'est pour dire que l'ensemble des éléments qui constituent un système de santé est sous la tutelle
d'une agence de santé publique. Alors il peut s'agir de la surveillance de l'épidémiologie, on a ce qu'on appelle l'Institut de veille sanitaire, qui est l'équivalent des CDC américains, on a un institut de prévention, on a une agence du médicament, on a un institut du cancer, on a un haut conseil de la santé publique, et on a même une haute autorité de santé qui va faire des recommandations professionnelles et qui va s'occuper de la transparence. Et tous ces éléments-là a été construit pour mettre des règles et faire en sorte que, finalement, l'argent public qui est dépensé à travers les cotisations sociales soit utilisé au mieux dans notre pays. Et enfin, dernier élément, donc on a une bonne espérance de vie, un bon système de santé et on a un bon système d'assurance maladie. Et Pierre-Louis Bras vous a décrit ce système-là. Je voudrais juste rappeler pour mon exposé qu'on a un système d'assurance maladie qui, a priori, couvre l'ensemble de la population. Pour le régime majoritaire, c'est des cotisations professionnelles qui permettent de donner une couverture maladie qui couvre une grande partie des coûts de santé, mais pas totalement. Que les plus démunis ont une couverture médicale universelle et qu'on peut même dire que les étrangers en situation irrégulière ont une couverture qui est prise en charge par l'État au titre de l'aide médicale d'État. Et que la part qui est non prise en charge par l'assurance maladie va être pris en charge par une assurance complémentaire privée et qui va rembourser la part non prise en charge par la sécurité sociale. Et aujourd'hui, on considère que 94% des Français disposent d'une assurance maladie et d'une assurance complémentaire et que seuls 8% des patients, des Français, n'ont pas d'assurance complémentaire. Et vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça, pour expliquer tout à l'heure quelques inégalités sociales de santé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par inégalité sociale de santé ? On entend par inégalité sociale de santé des inégalités entre Français en fonction soit des catégories socio-professionnelles, entre la population à cadre de haut niveau de formation et la population ouvrière, voire les agriculteurs ou les employés. Et quand je dis qu'il y a des inégalités sociales de santé, je ne fais pas référence aux sans domicile fixe ou à des situations extrêmes où finalement la santé de ces populations-là est extrêmement précarisée, mais je fais référence à des différences sur l'état de santé entre les plus riches et les ouvriers, qui sont tous des gens qui sont bien insérés, qui ont un logement, qui ont une cotisation sociale et qui peuvent accéder au système de soins. Et ça, c'est un élément très important. Alors, pour vous donner des exemples de ce qu'on appelle inégalité sociale de santé, je vous ai pris 3-4 exemples. Le premier exemple est sur la mortalité néonatale, la mortalité à la naissance, dont vous voyez qu'elle s'est considérablement améliorée entre les années 70 et les années 2000, puisqu'elle est passée de 16 pour 1000 naissances, 16 morts pour 1000 naissances à 3,6 pour 1000 naissances. Et si on prend les années 80, on s'aperçoit que les enfants d'ouvriers ont une mortalité néonatale à 10,2 pour 1000, beaucoup plus élevée que celle des enfants de cadres supérieurs, qui est à 7 pour 1000. Si je prends un autre exemple, celui-ci sur la prématurité, toujours à la naissance, donc là c'est sur le niveau d'études des mères, et bien vous voyez que si on a des mères qui ont fait très peu d'études, la prématurité est de 9,2%, et si on a des mères qui ont fait des études supérieures, elle est à 4,2%. Ces inégalités se retrouvent aussi à l'âge adulte. Et donc vous voyez ici, toujours sur les catégories socio-professionnelles, et si on considère en morbidité relative un certain nombre de pathologies, donc on va dire que le cadre, c'est une morbidité à 1, et bien si on prend l'obésité, eh bien on voit que le cadre a 1 et que l'ouvrier a 3,1, ça veut dire qu'il a 3 fois plus
de risque d'être obèse lorsqu'on est ouvrier. Et si on prend la colonne d'à côté, le diabète, on voit que pour le cadre qui a 1, eh ben, le risque de faire un diabète est 2,5 fois plus élevé. Et c'est ce qu'on considère comme des inégalités sociales de santé. Ces inégalités se retrouvent en termes de mortalité. Et si on prend l'espérance de vie à l'âge de 35 ans, c'est-à-dire combien il vous reste d'années à vivre lorsque vous avez atteint l'âge de 35 ans, eh bien pour un cadre, 46 ans, pour un ouvrier, 39 ans. Et il y a donc 7 ans d'écart de mortalité entre un cadre et un ouvrier. Et ce qui nous préoccupe en France, c'est que cet écart qui est observé dans les années 90 s'agrandit et qu'il était de 6% dans les années 80. Par contre, chez les femmes, l'écart entre les ouvrières et les cadres supérieurs est resté stable à 3 ans. Alors, bien entendu, lorsqu'on fait le constat d'inégalité sociale de santé, et je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples, on s'interroge sur les raisons de ces inégalités sociales de santé. Et les raisons de ces inégalités sociales de santé, elles sont multiples. Et je vous ai mis quelques déterminants. Le premier, c'est l'éducation. Très clairement, lorsque vous avez un meilleur niveau d'éducation, eh ben, ça réduit les inégalités sociales de santé, mais aussi les conditions de vie, le logement, l'hygiène, les conditions de travail, l'exposition au travail à des produits environnementaux, que ça peut être en agriculture les pesticides ou les ouvriers avec l'amiante. Vous avez les comportements, et dans les comportements, on peut mettre le tabac, on peut mettre l'alcool, on peut mettre la nutrition, on peut mettre la conduite rapide au volant, on peut mettre la capacité à utiliser le préservatif lorsqu'on a des relations sexuelles, etc., etc. Et puis, une dernière catégorie, l'accès au système de soins pour lequel on considère qu'il y a des déterminants. Et bien entendu, tout ceci est très multifactoriel et on ne peut pas séparer chacun de ces éléments qui sont conditionnés les uns et les autres. Et je vais vous parler des inégalités sociales de santé, des inégalités d'accès aux soins. Pardon. Alors, les inégalités d'accès aux soins, sur le plan académique, on distingue les difficultés d'accès aux soins primaires et les difficultés d'accès aux soins secondaires, ce que je vais vous expliquer. Et dans les difficultés d'accès aux soins, on distingue la méconnaissance du besoin, c'est-à-dire j'ai des symptômes d'une maladie, je ne vais pas bien, mais je ne me rends pas compte que je suis malade et je ne vais pas consulter, ou ce qu'on appelle le renoncement aux soins, c'est-à-dire que la personne a besoin de soins, elle sait qu'elle doit aller consulter, mais qu'elle ne consulte pas parce qu'elle va rencontrer des obstacles. Alors quels sont les obstacles qui amènent finalement une personne à renoncer à accéder aux soins? Alors, il y a toute une série de raisons, je vais les prendre les uns après les autres. La première raison, elle est bien entendu économique. Alors, quels sont les obstacles économiques? Le premier obstacle, c'est faire l'avance des frais. C'est-à-dire, je vais voir mon médecin, ou je vais faire des examens biologiques, ou des examens radiologiques, et bien, il faut que je sorte de l'argent de mon porte-monnaie, et que je paie les actes de ce médecin, et que ceci peut coûter relativement cher, et être un obstacle, notamment pour les personnes qui ont les revenus les plus faibles. Et ceci est d'autant plus important que un certain nombre de médecins, et notamment de spécialistes, sont en secteur 2 et ont des honoraires libres. Et si vous prenez une ville comme Paris, 70% des spécialistes de Paris sont en honoraires libres et donc rendent difficile l'accès à ces médecins. Et on peut presque dire que 100% des gynécologues médicaux, des ophtalmologistes, voire des psychiatres sont en secteur 2 et donc prennent des tarifs bien au-dessus des tarifs remboursés, ce qui constitue des obstacles relativement importants pour les patients. Alors bien entendu, les hôpitaux publics et un certain nombre de médecins, pour des raisons de déontologie, prennent des tarifs administrés, mais on peut avoir dans certains endroits des délais pour consulter.
Le deuxième type d'obstacles qu'on peut rencontrer, ce sont des obstacles administratifs. Les obstacles administratifs, c'est je n'ai pas la sécurité sociale et donc je ne suis pas couvert par l'assurance maladie. Il y a toute une catégorie de personnes qui peuvent relever de l'assurance maladie, mais qui n'ont pas leur papier à jour. Et il faut donc faire en sorte que ces personnes fassent toute une série de démarches administratives pour consulter. Ceci peut prendre du temps. Autre obstacle possible pour l'accéder aux soins, c'est la lisibilité du système de soins. Je suis malade, qui je dois aller consulter? Et bien, cette démarche proactive d'une personne, notamment pour les plus démunis ou les moins éduqués, peut être compliquée, et que ce soit en premier recours ou en second recours. Si on vous diagnostique un cancer, qui je dois appeler, quel service, quel hôpital? Et moi, dans mon hôpital, régulièrement, tous les jours, j'ai au moins un ou deux coups de téléphone me demandant est-ce que tu ne connais pas un bon médecin, qui je dois aller consulter, quel spécialiste tu me conseilles, compte tenu de ce qu'on vient de me découvrir. Dans les obstacles aux soins, on a aussi des obstacles liés à la démographie médicale ou à l'équipement médical que peuvent en France. Alors quand je dis ça, il faut savoir qu'en France, on a eu une politique très restrictive de formation des médecins dans les années 80-90, qui fait qu'aujourd'hui, on manque beaucoup de médecins et que notamment, dans un certain nombre de régions, il y a ce qu'on appelle des déserts médicaux, c'est-à-dire qu'il y a des régions avec très peu de médecins, voire l'absence de certains spécialistes. Et puis, on a eu aussi une politique très restrictive dans l'équipement en matériel lourd et on peut dire qu'aujourd'hui il y a des grandes disparités lorsqu'on regarde une carte de géographie. On voit qu'il y a des régions qui ont plus de scanners ou d'IRM que d'autres et que pour certaines populations ça peut être compliqué pour accéder à un certain nombre d'examens radiologiques. Et enfin, dernier aspect d'inégalité d'accès aux soins, c'est les aspects de discrimination. Alors c'est relativement rare, mais c'est assez souvent décrit par les associations de défense des patients. Je prendrai deux exemples pour illustrer ces discriminations. Les dentistes avec les personnes séropositives au virus du sida. Et puis l'autre chose, c'est ces fameux médecins en honoraire libre qui finalement refusent d'une manière ou d'une autre des patients qui peuvent bénéficier de la couverture médicale universelle, car lorsqu'on a quelqu'un en couverture médicale universelle et qu'on est en secteur 2, la déontologie médicale fait en sorte qu'on doit lui prendre le tarif sécurité sociale et que les médecins en secteur 2 sont assez réticents d'avoir dans leur cabinet ce type de clientèle. Alors il y a une deuxième type d'inégalité, c'est les inégalités secondaires. Cette fois-ci, le patient a eu un premier contact avec le système médical, mais pour autant, il va persister des inégalités sociales de santé, des inégalités d'accès aux soins, pardon. Alors je prends régulièrement l'exemple de l'hypertension artérielle. L'exemple de l'hypertension artérielle, c'est de dire toutes les personnes se sont vues diagnostiquer une hypertension artérielle, que ça soit des professions de cadres supérieurs ou des ouvriers. Et lorsqu'on regarde quelques mois plus tard, si cette tension artérielle est équilibrée de la même façon chez les cadres supérieurs et chez les ouvriers, eh bien on s'aperçoit, avec une différence très significative, eh bien que les cadres supérieurs ont une tension artérielle mieux équilibrée que les ouvriers. Et que ceci s'explique par un certain nombre de choses, notamment que les médecins connaissent mieux les codes de la catégorie sociale qui leur est proche, que les conseils sont plus adaptés, que les bilans qui entourent cette hypertension artérielle sont faits de manière plus complète pour les patients. En tout cas, très clairement, lorsqu'on regarde l'effet sur le résultat, il y a des efforts à faire pour essayer de mettre tout le monde au même niveau et c'est une préoccupation dans notre pays.
Et on pourrait presque dire, sur d'autres maladies, prenons une autre maladie cardiaque, les syndromes coronariens, donc qui donnent les infarctus, et bien la survie, alors qu'on a fait le diagnostic de la même façon chez un ouvrier et chez un cadre, et bien la survie à 18 mois est 2,5 fois supérieure chez le cadre que chez l'ouvrier. Ceci nous pose problème et on essaye d'intervenir pour essayer de gommer ces disparités médicales. Alors, je voudrais maintenant parler des produits de santé. Parce que la question des produits de santé est une question qui est sensible. Alors d'abord, quand j'entends produits de santé, j'entends les médicaments et j'entends aussi les dispositifs médicaux, qu'ils soient stériles ou non stériles. Alors pour vous donner un exemple, lorsqu'on met dans une artère coronaire dans le cœur un petit ressort pour déboucher l'artère, ça s'appelle un stent, et c'est un dispositif médical. Et donc, la question de l'accès à ces dispositifs médicaux qui coûtent relativement cher peut se poser. Alors, on a deux situations. La première situation, c'est l'hôpital. La seconde situation, c'est la médecine de ville. Alors, lorsqu'on est à l'hôpital, que ça soit dans le public ou que ça soit dans le privé, il n'y a pas de différence. Finalement, l'hôpital est rémunéré à travers une tarification spécifique dite à l'activité, où on a homogénéisé les séjours, je ne sais pas, les séjours pour infarctus du myocarde, et on va payer une certaine somme qui correspond finalement à ce que coûte généralement un séjour à l'hôpital pour un infarctus du myocarde, avec une moyenne qui a été établie à partir d'une enquête. Et donc tous les médicaments, tous les dispositifs médicaux sont pris en compte dans ce tarif-là. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, lorsque vous êtes hospitalisé, que ce soit en public ou en privé, il n'y a pas finalement difficulté d'accès aux produits de santé à partir du moment où ceux-ci ont eu leur autorisation de mise sur le marché. La difficulté avec cette façon de faire, c'est que lorsqu'on a établi les coûts de ces séjours hospitaliers, ce séjour, l'infarctus du myocarde, eh ben, c'est de prendre en compte l'innovation. Et cette innovation, elle est particulièrement importante aujourd'hui, notamment dans le cancer, où arrivent sur le marché régulièrement, tous les ans, de nouveaux médicaments qui sont bien entendu très chers, les plus chers du marché, puisqu'ils viennent d'arriver sur le médicament, et que les tarifs hospitaliers ne prennent pas en compte ces médicaments-là. Et donc la France a imaginé plusieurs dispositifs pour faire en sorte que ces médicaments très nouveaux puissent être pris en charge par l'assurance maladie. Et donc c'est des médicaments qui vont être pris en charge en plus de la tarification à l'activité. Alors on a trois mécanismes. On a un mécanisme dont vous a parlé tout à l'heure Jean-Hugues Trouvin, qui est le mécanisme de l'autorisation temporaire d'utilisation, qui est l'ATU, qui est un mécanisme qui permet d'accéder à des médicaments très nouveaux alors qu'ils n'ont pas obtenu leur AMM et pour lequel quand même l'assurance maladie va payer. On a un deuxième mécanisme, c'est des mécanismes, c'est les médicaments viennent de voir l'AMM, ils n'ont pas encore été intégrés au tarif hospitalier de la tarification à l'activité, il faut donc les payer, et donc on va les payer en sus. Et le troisième aspect, c'est il y a des médicaments qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché, qui s'avèrent être efficaces en dehors de l'indication pour laquelle ils ont reçu leur autorisation de mise sur le marché. Un certain nombre de publications sortent dans les grandes revues médicales et on sent bien qu'il faut pouvoir libérer très vite ces médicaments pour que les personnes qui sont malades n'aient pas de perte de chance par rapport à ça. Et on va autoriser la prescription de ces médicaments et leur achat par l'assurance maladie de manière beaucoup plus rapide. Alors bien entendu, lorsque je dis ça, ceci est soumis à contrôle. Ceci est soumis à contrôle et notamment à contrôle, dans un premier temps, de la communauté médicale et pharmaceutique. Et donc on va avoir un système de référence sur le bon usage du médicament. Et les pharmaciens dans les hôpitaux sont censés suivre très régulièrement tous ces médicaments qui sont payés en plus de manière extrêmement rigoureuse pour qu'il n'y ait pas de dérapage.
Et lorsque vous regardez ce que représentent ces médicaments qui sont payés en sus, pour une année, le coût de ces médicaments est de, je vais vous dire ça parce que je ne le sais pas par cœur, voilà, est de 1,7 milliard d'euros par an, 1,7 milliard d'euros par an en 2007, et en 2004 était de 900 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est une croissance extrêmement importante, et la grande part de ces médicaments innovants dont on va permettre l'accès aux malades est liée à des molécules du cancer. Et là, je vous ai mis les évolutions. Donc vous voyez, pour le cancer, l'assurance maladie fait chaque année, en 2007, a fait un effort de 900 millions d'euros, c'est-à-dire la moitié des médicaments innovants. Et vous avez, juste à côté sur l'histogramme, les différentes catégories d'hôpitaux, et vous voyez bien que dans ces catégories d'hôpitaux qui utilisent les médicaments anticancéreux innovants, il y a les centres hospitaliers universitaires, mais aussi les centres hospitaliers généraux et tous les hôpitaux qui maillent le territoire, et que ce dispositif, même s'il est plus utilisé par les centres hospitaliers universitaires, puisqu'ils connaissent la nouveauté, parce qu'ils ont été dans les congrès, est utilisé sur l'ensemble du territoire afin d'essayer de résoudre cette problématique d'inégalité d'accès à l'innovation. Alors, si je quitte l'hôpital, qui est un système très égalitaire, et que je rentre dans la médecine de ville, Jean-Hugues Trouvin vous a expliqué tout à l'heure qu'on avait 4 taux ou 5 taux de remboursement. Les médicaments remboursés à 100%, ceux à 65%, ceux à 35%, ceux à 15% et ceux qui n'étaient pas du tout remboursés. Alors, avec le système d'assurance maladie et d'assurance complémentaire, on a l'assurance maladie qui va rembourser un traitement à 65% et l'assurance complémentaire qui va payer les 35% supplémentaires. Et donc, pour toute la catégorie de personnes qui bénéficient d'une assurance maladie et une assurance complémentaire, on peut quasiment être sûr qu'on arrive globalement à payer l'ensemble des médicaments grâce à la double assurance que l'on a, maladie et complémentaire. Seulement, ceux qui n'ont pas de complémentaire doivent faire l'avance de ces frais. Et donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 8% des Français qui n'ont pas de complémentaire, mais lorsqu'on regarde ceux qui n'ont pas de complémentaire parmi les ouvriers et parmi les cadres, on s'aperçoit que les ouvriers, 14% d'entre eux n'ont pas de complémentaire, et donc pour eux, ça représente un poids important, et ceci peut être source d'inégalité d'accès aux soins si ces médicaments prescrits par les médecins posent problème. Et puis, on a ce que Anne-Laude a évoqué dans son exposé introductif, ce qu'on appelle les fameuses franchises. Les fameuses franchises, c'est-à-dire que finalement, l'assurance maladie ne va pas rembourser 0,50 €, un demi-euro, par boîte de médicaments vendus jusqu'à 50 €, et à chaque fois que vous allez consulter un médecin, vous n'êtes pas remboursé systématiquement de ce 1 €. Donc ça fait partie des choses qui sont problématiques, notamment pour les personnes les plus démunies et qui n'ont pas suffisamment les moyens d'assurer leur santé. Et lorsqu'on regarde globalement le reste à charge d'une personne, c'est-à-dire ce qu'elle va payer non couvert par l'assurance maladie, et que l'on fait la somme de l'ensemble de ces petits éléments, on a ceux qui n'ont pas d'assurance complémentaire, on a les dépassements d'honoraires des spécialistes en secteur 2 qui sont relativement importants, on a les franchises, 0,50 € par médicament, 1 € à chaque fois que l'on consulte, on a le forfait hospitalier qui est aussi une franchise, 18 € par jour d'hospitalisation, etc., etc., et que cette somme représente un reste à charge qui est parfois importante pour les populations dont les revenus sont les plus bas. Alors, ma conclusion sur cet exposé, c'est qu'on a un système de santé très solidaire, on a des indicateurs de santé extrêmement positifs, que pour autant, il existe des inégalités sociales de santé
qui soucie beaucoup les acteurs de santé publique, puisque la prochaine loi de santé publique devrait être centrée sur la réduction de ces inégalités sociales de santé, que dans ces inégalités sociales de santé, on a des inégalités d'accès aux soins et on souhaite que les plus démunis puissent être pris en charge le plus possible afin qu'il n'y ait pas d'obstacles pour eux à consulter. On veut aussi gommer les disparités de démographie médicale en considérant qu'il n'est pas acceptable que dans des régions rurales, on ait plus de difficultés à accéder à des médecins. On veut aussi gommer les difficultés à accéder aux technologies qui ont fait la preuve de leur fonctionnement. Et on veut, bien entendu, à travers des politiques de prévention, faciliter le recours aux soins lorsque les obstacles sont psychosociaux ou éducatifs. On a fait des efforts extrêmement importants, et je pense que la France est un des pays les plus en pointe pour rendre accessibles les médicaments anticancéreux, en tout cas les tout derniers dans ce domaine-là. Et alors, je voudrais conclure pour rebondir sur la dernière intervention où une des questions c'était mais comment faire pour que les médecins prescrivent des médicaments plutôt remboursés que pas remboursés. Alors bien entendu, on préfère que les médecins prescrivent dans le cadre de ce qu'ils ont appris à la faculté ou dans le cadre des recommandations de pratique professionnelle. Alors on a mis en place un dispositif qui est que d'une part, la Haute Autorité de Santé fait des recommandations de pratique professionnelle, c'est-à-dire qu'elle dit, ben voilà, j'ai un infarctus du myocarde, il doit être traité avec tel et tel médicament, on doit s'occuper des graisses, on doit s'occuper du tabac, on fait la même chose pour l'hypertension, on fait la même chose pour le diabète. Et on essaye de pousser pour que l'ensemble des médecins suivent ces recommandations. La difficulté, c'est comment on fait pour diffuser à l'ensemble des médecins ces recommandations. Alors on a inventé, que ce soit à l'hôpital ou en ville, des évaluations de pratiques professionnelles. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans des analyses, des audits, c'est-à-dire qu'on va sortir des dossiers d'un certain nombre de malades et vérifier que ces patients, cet hôpital, suit les recommandations des pratiques professionnelles qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé. En tout cas, si elle ne les suit pas, il faut qu'elle essaie d'expliquer pourquoi. Alors ça peut être l'innovation thérapeutique dans le cancer, ça peut être un cas particulier difficile ou plusieurs maladies associées les unes aux autres. En tout cas, c'est un moyen régulier que l'on a pour s'assurer, y compris dans les centres d'excellence, que les médecins suivent les recommandations, et les recommandations, elles prennent en compte l'autorisation de mise sur le marché, elles prennent en compte les effets du remboursement et essaient de faire en sorte que ça soit finalement, d'une certaine façon, la norme médicale dans ce domaine-là pour essayer de lever cet obstacle de la diversification des pratiques médicales. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bom, seguindo nossa programação, gostaria de convidar agora o professor Dr. Túlio Batista Franco para fazer sua discussão. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo desde ontem um tema absolutamente importante para nós. Agradeço ao professor Ricardo Pelingeiro, coordenador do programa de pós-graduação em Justiça Administrativa, o programa ao qual tenho a honra de ser professor e que traz a questão da interdisciplinaridade para os nossas discussões, nossos estudos, que é algo absolutamente necessário e se conecta com o que me parece ser o tempo que nós vivemos, contemporâneo, as necessidades de interação de saberes para atender aos desafios que temos no século XXI, sobretudo no campo da saúde, pela complexidade que tem e o grau de impacto que tem. Por tratar da vida e do sofrimento, sem dúvida que as questões que se colocam no campo da saúde não são de menor importância. E a primeira questão que me parece importante no tema da desigualdade de acesso a produtos e serviços do Sistema Único de Saúde, ou dos sistemas de saúde em geral, a primeira questão eu poderia abordar o tema sobre dois aspectos, e eu fiz, na verdade, uma opção.
eu vou falar qual que é. O primeiro aspecto pelo qual nós podemos abordar o tema da desigualdade é o quanto ela é produzida socialmente, ou seja, produzida no âmbito social, né? É como se nós pensássemos que uma desigualdade que existe a priori no plano da sociedade, ela se reproduz, portanto, no plano de uma política pública, importante como a política de saúde, mesmo que ela seja regulada pelo Estado. Mas eu não vou desenvolver por aí. Eu fiz a opção de discutir um pouco os meandros do sistema de saúde, do seu funcionamento, e para tentar entendermos como que o seu funcionamento, a sua organização e principalmente o seu modo de produção, eu digo modo de produção da assistência, ele produz desigualdade, e é uma desigualdade às vezes oculta, uma desigualdade que às vezes não fica evidente o modo como ela se produz. Eu vou procurar, portanto, falar um pouco disso. A primeira questão, portanto, é que, mesmo com a regulação estatal, mesmo com todos os sistemas que, de alguma forma, regulam o funcionamento do serviço de saúde, o serviço de saúde, ao fim e ao cabo, ele é produto da atividade dos profissionais de saúde. Ou seja, determinado modelo assistencial em determinado lugar, em determinado tempo, esse modelo tem um perfil da assistência conforme os profissionais atuam no cuidado às pessoas e na relação com as pessoas. Então, a primeira questão que nós teríamos como desafio discutir seria como que se pauta, como que se organizam os modelos de assistência à saúde. E nós vamos, então, buscar no tema da produção do cuidado, ou no tema da produção da assistência, as questões que, de alguma forma, determinam o modelo atual de produção do cuidado na saúde. E um aspecto que é muito presente é o aspecto que se refere ao extremo e importante desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento de inovações no campo da saúde, observado sobretudo no período pós-guerra. Esse desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento de inovações no campo da saúde, que deve ser, obviamente, festejado por todos nós como uma grande conquista da humanidade. Afinal, é muito melhor, cômodo e seguro ver uma lesão no corpo sem ter que abrir esse corpo e ver por imagem de um exame. Então, portanto, todo o desenvolvimento tecnológico, ele é uma apropriação importante para a humanidade no sentido de atingir um grau civilizatório superior. No entanto, a incorporação dessas novas tecnologias nos sistemas de saúde não se dá exatamente pelo grau de necessidade observada de consumo destas tecnologias, e sobretudo a média e a alta tecnologia, a tecnologia de alta complexidade. O que nós observamos, que vários estudos vêm demonstrar, é que a incorporação de inovações na produção da assistência à saúde, ela se dá por tensão criada sobre os serviços de saúde pelos produtores e fornecedores destas altas tecnologias. E esse é um aspecto importante. Ou seja, um grande equipamento utilizado no campo da saúde, se para os usuários e para os trabalhadores da saúde, ele tem um valor de uso. Valor de uso é uma categoria da economia política, e que isso significa um valor para atendimento a uma necessidade essencial do ser humano,
Portanto, os produtos da saúde, eles têm para nós um valor de uso óbvio, que é atender a uma necessidade de redução do sofrimento, de reabilitação da saúde, de garantia da vida. Mas para o fornecedor e o produtor, ele não tem apenas o valor de uso, ele tem também um valor de troca, que é uma categoria também da economia política, que significa valor de mercado. Aquilo é possível ser trocado por outros produtos na nossa sociedade por dinheiro e significar maior acumulação de riqueza para essas empresas. Significar lucro. Portanto, o que vamos observar é que a venda de um tomógrafo, se para nós é algo absolutamente importante e necessário e tem um uso extraordinário para diagnoses e terapias, a venda de um tomógrafo para uma empresa que produz o tomógrafo é como a venda de um carro pela Ford, pela Citroën, se traduz, ou etc. Então, eu acho que essa questão é uma questão que está no centro de preocupações, porque as empresas que fornecem tanto medicamentos quanto equipamento biomédico tensionam fortemente as redes de serviço de saúde para o uso em alta escala dos seus produtos. E é justamente o uso em alta escala desses produtos que vai produzir restrições de acesso, dado a restrição também de financiamento, que, por fim, acaba ocorrendo tanto no serviço público quanto nos serviços privados. O fenômeno é um fenômeno que toma os serviços privados e os públicos da mesma forma. A atuação sobre os serviços de saúde, e eu disse que muitas vezes as evidências não são tão reveladas, é porque no campo da produção do cuidado nas redes de serviço, há uma demanda extraordinária que é realizada pelos usuários e que nós chamamos de produção de demanda imaginária sobre o serviço de saúde. O que vem a ser a produção imaginária da demanda? É uma produção de demanda que é imaginada pelos usuários dos serviços de saúde. O imaginário é algo que é ilusório, não é real, mas para quem imagina, para quem produz aquele pensamento, ele é uma verdade. É um conceito, e, portanto, o conceito de produção imaginária é como se eu tomasse como exemplo, para ilustrar essa questão, alguém que recebe que bate o braço em algum lugar e para fazer o seu diagnóstico seria necessário um bom exame clínico. Mas essa pessoa acha que para ser um diagnóstico de qualidade é necessário que se faça uma tomografia do seu braço. Ou seja, então ele demanda ao serviço uma tomografia, ele demanda ao serviço um procedimento de alta complexidade, que para ele trata-se, portanto, de uma verdade, que ele vai ser bem cuidado se ele consumir aquele exame de alta complexidade. No entanto, do ponto de vista da necessidade técnica, não é uma verdade, é falso, e a necessidade técnica é outra, é de um exame clínico bem realizado. Então, nós imaginamos uma situação dessa que ocorre cotidianamente no serviço de saúde e que ocorre aos milhões de pessoas que necessitam de atendimento a esse serviço de saúde. O fenômeno que ocorre tanto nos serviços públicos quanto nos serviços privados, portanto, é um fenômeno em que as tecnologias mais relacionais, como, por exemplo, de educação na saúde, que tem por objetivo produzir nas pessoas bons hábitos de vida, elas são substituídas pelos procedimentos cada vez de maior consumo e maior escala, os procedimentos de média e alta complexidade, de alto custo. E essas tecnologias, elas
tem o reconhecimento, ao mesmo tempo que essas tecnologias mais relacionais, como eu disse, da educação da saúde, são substituídas por outras, que são as tecnologias de alta complexidade, elas são substituídas por consenso e não por força. Por consenso, na medida em que, como eu disse, cria-se uma cultura no serviço de saúde, entre profissionais e entre os próprios usuários, que o cuidado estaria associado, sobretudo, ao consumo de alta tecnologia e tecnologia de alta complexidade. Então, nós vamos observar que, no serviço de saúde, essa questão é uma questão que veio tensionando, ao final do século passado, tanto serviços públicos quanto privados, e ocorreu que, sobretudo, após os anos 70, os anos 1980, as restrições de financiamento público da saúde, elas se tornaram cada vez mais graves e os sistemas de saúde, pelo menos é o que ocorreu no Brasil, fez opção, portanto, de reformar os serviços de saúde, adotando modelos que têm como prioridade programas de prevenção e promoção da saúde. Então, nós vamos ver que, do ponto de vista do serviço público, houve a opção de conduzir uma reestruturação, eu digo uma reestruturação produtiva, no plano do serviço de saúde, dando prioridade para o que nós vamos chamar, então, dos programas de promoção e prevenção da saúde, como aqueles programas que poderiam assistir a população e, ao mesmo tempo, usando de tecnologias de menor custo. Essa orientação, ela vinha sendo formulada no plano da Organização Mundial de Saúde, sobretudo a partir dos anos 1974, quando se instala no Canadá um programa de promoção à saúde, e se trata, por exemplo, da primeira vez de uma política oficial de um governo que traz a educação para a saúde na forma de programas de promoção da saúde, que tem por objetivo criar nas pessoas bons hábitos de vida. É a primeira vez que se instala uma política pública no âmbito da saúde, que tem isso como centro. Foi no Canadá em 74, e a partir daí, na Organização Mundial de Saúde, em várias conferências que se realizaram, conferências internacionais, em 78, depois nos anos 80. Essa se tornou uma diretriz gestada, portanto, no plano da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, da qual o sistema de saúde público no Brasil, o SUS, ele é um herdeiro direto das concepções formuladas nesse âmbito, que tem a prevenção e a promoção da saúde como um centro importante de organização dos serviços de saúde. No entanto, e depois eu vou falar como que esse fenômeno foi enfrentado pela saúde suplementar, no entanto, o que nós observamos é que o nosso sistema de saúde, embora tenha adotado como principais diretrizes a prevenção e promoção da saúde, como tecnologias de menor custo para cuidar da população, o sistema de saúde ele não cuidou necessariamente de fazer uma reforma no que diz respeito ao processo de trabalho específico da clínica, ou seja, a atividade com as pessoas, as quais já instalou um processo mórbido, um processo de doença, e que é necessário, portanto, que a intervenção seja individual, seja singular, e ao não se preocupar, ao não incluir o trabalho na clínica como um objeto da reforma sanitária feita no Brasil passamos a conviver com um regime no campo da saúde que tem uma expertise muito grande em realizar programas de prevenção e promoção à saúde e, no entanto, o cuidado individual, curativo que é necessário às pessoas que já adoeceram, ele permanece ainda centrado na lógica que veio sendo gestada, sobretudo,
na segunda metade do século passado, na lógica de um regime de produção de procedimentos, ou seja, um sistema onde o procedimento, e sobretudo procedimentos de alta complexidade, tem mais valia sobre um procedimento que utiliza as tecnologias mais relacionais. E para dizer de um exemplo que é muito discutido nas redes de saúde, por exemplo, o tratamento da hipertensão arterial, que é um problema de saúde de alta prevalência na nossa população, considerado uma doença da modernidade, porque tem fatores do estresse da vida moderna como determinantes para sua instalação e seu desenvolvimento. É sabido que a grande maioria das pessoas com hipertensão é possível de ter boa qualidade de vida e de ter um cuidado satisfatório e seguro, utilizando de procedimentos de educação à saúde, de restabelecimento de regime alimentar e modos de vida. E, no entanto, isto que poderia ser feito com a abordagem que nós chamamos de tecnologias leves, relacionais, utilizando de educação e procedimentos desse tipo, são substituídos pelo alto consumo de medicamentos e de procedimentos de diagnose e etc. Então, isso, para citar um exemplo, imagine o que é uma escala num país como o nosso, 190 milhões de habitantes, ou qualquer outro país, é de alto impacto no sistema de saúde e, sobretudo, sobre o seu financiamento, o seu modo operacional. Então, nós convivemos hoje no nosso país onde essa questão ela não está resolvida e é um ponto de discussão e de debate intenso no âmbito dos gestores de saúde, retirando do médico a autonomia que necessariamente ele precisa ter nos cuidados à saúde. Muito bem, a maior crítica a esse procedimento é o fato de que ele é um procedimento de regulação que toma o aspecto administrativo por excelência como o único aspecto a ser desenvolvido na relação de cuidado. Ou seja, o cuidado não é colocado como uma questão central, mas é colocado no centro a regulação do trabalho médico por força de ato administrativo das operadoras. No Brasil, as operadoras, elas inicialmente fizeram um pouco, mas não como o modelo americano, de forma mais inteligente e mais branda, fizeram alguma regulação do trabalho médico, mas mais inteligente porque não tirou do médico autonomia e não tirou do médico a decisão por força administrativa. Várias operadoras utilizaram de benefícios e de prêmio para os médicos que tinham um certo grau de prescrição que pudesse ser satisfatório para a operadora. Outras lidaram com programas de educação médica quando identificavam alto grau de prescrição. Mas, de qualquer forma, é um gerenciamento do trabalho muito mais brando, muito mais inteligente, muito mais acessível. E, por outro lado, de 10 ou 8 anos para cá, a saúde suplementar no Brasil vem desenvolvendo um processo que nós chamamos de reestruturação produtiva. A reestruturação produtiva é um processo de produção da assistência diferente do anterior, inovador, e elas começam a adotar programas de promoção e prevenção à saúde no âmbito da saúde suplementar. Isso me parece com vários resultados importantes, na medida em que doenças crônicas, idosos, gestantes, crianças, vêm tendo um cuidado diferenciado, procedimentos coletivos de cuidado de forma satisfatória. E outro programa adotado pelas operadoras na saúde suplementar tem sido programas de atenção domiciliar, que é algo também que vem na mesma direção, na medida em que a atenção domiciliar e a assistência domiciliar, ela dá um cuidado no domicílio constante, permanente, contínuo, dá segurança à pessoa que precisa de cuidados e ela não precisa recorrer com frequência a unidades de pronto-socorro, pronto-atendimento, que é altamente consumidora de procedimentos de alto custo,
e programas de internação domiciliar que transfere para o domicílio, por exemplo, toda a hotelaria do que seria gasto no hospital. Então, alguns custos são transferidos para o domicílio. E esses procedimentos, eles têm resultados financeiros positivos, declarados pelas operadoras, e além de ter resultados financeiros, porque economizam nos custos dessas operadoras, as pessoas, em geral, se sentem melhor cuidadas quando o cuidado é feito em domicílio. Tanto que, quando essas pessoas recebem alta da internação domiciliar, muitas delas recorrem, por exemplo, ao judiciário para manter esse benefício, manter esse benefício pela operadora. Então, o que nós vamos observar é que os altos custos verificados no plano da saúde, associado às restrições de financiamento do Estado, do financiamento público ao serviço de saúde, vai levar necessariamente a uma desigualdade de acesso que nós verificamos no sistema que é de acesso universal como o nosso. Nós podemos verificar nas dificuldades, nas filas de espera, filas noturnas para atendimento à população, filas de espera para atendimento especializado, o que tem sido uma situação muito discutida, e discutida também como desafio a ser enfrentado, num país em que essa ideia da universalidade de acesso é uma ideia muito arraigada na população, muito cobrada, muito reivindicada pela população. É um grande desafio. Então, o que nós vamos concluir é que será necessário uma transformação, uma mudança no modo de perceber a incorporação de novas tecnologias. Será necessário modificar o modelo, tanto o modelo de incorporação de novas tecnologias, quanto o modelo de produção da assistência. E para fazer esta mudança, será necessário nós incluirmos novas abordagens teóricas, novos referenciais epistemológicos, novos referenciais do ponto de vista mesmo da produção do conhecimento, para que nós possamos enfrentar os desafios de reorganizar o modo de produção da assistência à saúde de forma a atender ao que tem sido a reivindicação, ao que tem sido, eu acho, a expectativa para esse século, de atingir no plano da saúde, do plano societário, no plano da sua realização, um grau civilizatório, onde a política de saúde seja pensada por um Estado e pautada pela defesa radical da vida. Essa é uma questão que me parece que é importante. Isso se traduz materialmente naqueles princípios que têm sido, de alguma forma, princípios bastante difundidos no plano do Sistema Único de Saúde, como o sistema que é universal, igualitário e que se pretende, portanto, operar na população como o grande indutor de saúde, o grande indutor de acesso a serviços de saúde, e tendo o Estado, naturalmente, como a força motriz para a realização dessa questão. No plano do Brasil, nós acreditamos que o sistema judiciário tem uma importante contribuição a dar no que diz respeito a aprimoramento do serviço de saúde, com a sua natureza iluminista, a sua condição de pensar as políticas, o direito e essas questões todas. Portanto, essa associação do que é uma política do Estado e do que é a interação que ela possa fazer com todo o sistema judiciário, me parece que ela é bastante promissora para os desafios, que são muitos, que nós temos pela frente para a alteração nos sistemas de saúde, que as forças que é necessário movimentar para a realização das reformas que ainda estão por vir, são muito poderosas. Quer dizer, precisamos de muita força
para conseguir fazer as mudanças necessárias e atingir os objetivos do Sistema Universal. Muito obrigado. Bom, então eu vou passar a primeira pergunta aqui. Essa pergunta é dirigida ao Dr. François. Eu vou ler a pergunta. A pergunta vem do professor João Bosco Ramos da Rocha. Ele faz uma consideração e depois duas perguntas, né? No documento SIGCO, Michael Moore fez uma comparação entre os diversos sistemas de saúde. Michael Moore, acho que foi aquele cineasta que fez 11 de setembro. Michael Moore. Sim. No documento SIGCO, Michael, mas está aqui SGKO, Michael Moore faz uma comparação entre os diversos sistemas de saúde no mundo. Michael Moore, aquele cineasta. Saúde do mundo. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Cuba e França. Sendo certo que o modelo francês foi bem enaltecido. Pergunta-se: qual a visibilidade social francesa do orçamento para a saúde? Quanto é gasto em euro? Quem fiscaliza? Como se dá essa fiscalização? Existe algum tribunal de contas? É quase que uma defesa de dissertação. Poderiam falar sobre a relação remuneratória do médico público francês com o resultado na prestação do serviço público em saúde, que é abordado no documento? Dr. François. Oui, j'ai bien vu que Michael Moore disait que le système français était un système excellent. Et nous avons tous vu à Paris ce film et nous avons beaucoup apprécié les clins d'œil très humoristiques de Michael Moore sur le système de santé. Alors, combien coûte la santé? Alors, on a l'ancien directeur de la Sécurité sociale qui pourrait répondre à ça. Mais en tout cas, les processus démocratiques sont clairs aujourd'hui. Il y a tous les ans une discussion au Parlement sur le montant des dépenses d'assurance maladie. Ça s'appelle la loi de financement de la sécurité sociale, qui est votée en novembre et qui fixe le taux d'évolution des dépenses de santé, qui fixe les enveloppes hospitalières, qui fixe les enveloppes du public et du privé, et qui fixe les évolutions des coûts de la médecine de ville. Alors bien entendu, lorsque on donne un montant global dans ce domaine-là, on sait que potentiellement on peut dépasser les budgets. Et en France, chaque année, les dépenses d'assurance maladie sont supérieures aux budgets qui sont votés annuellement. Et le déficit, sauf erreur de ma part, est de 13 milliards d'euros l'année dernière, ce qui est une somme assez conséquente qui, par ailleurs, devra être remboursée. Et donc on gage sur les populations futures le remboursement de cette dette. Alors, toute la politique actuelle vise d'une part à essayer de réguler, à essayer de rationaliser ces dépenses par plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, ça pourrait être d'augmenter les cotisations, mais aujourd'hui, pour des raisons de compétitivité, on ne veut pas les augmenter. Le deuxième moyen, c'est d'augmenter la productivité du système de santé, c'est-à-dire de faire la chasse au gaspillage et d'augmenter l'activité vis-à-vis des malades pour les professionnels de santé. Et aujourd'hui, dans tous les hôpitaux de France et de Navarre, on fait extrêmement attention aux dépenses, je dirais, qui peuvent être faites. Et donc, lorsque j'entendais mon ami Tullio raconter qu'il fallait faire attention à l'utilisation des technologies radiologiques ou biologiques, on fait extrêmement attention à ce que la prescription médicale soit la plus proche possible du besoin défini par les recommandations de la Haute Autorité de Santé.
Et puis il y a un autre mécanisme régulateur qui est celui de fixer les taux de remboursement administrés de la consultation médicale ou des produits de santé. Donc tous ces éléments-là essaient de réguler le système, alors parfois avec un certain nombre de difficultés, parfois en diminuant le remboursement des produits de santé. Et Pierre-Louis Bras a expliqué hier qu'on avait diminué de 1,5% la masse des remboursements de l'assurance maladie pour la faire passer finalement sur une prise en charge par les ménages, donc les personnes, les Français, d'une certaine façon. Donc on a un système à la fois démocratique, à la fois en déficit, sur lequel on fait beaucoup d'efforts, pour lequel les Français sont extrêmement attentifs, et les débats dans les journaux et la télévision sont permanents, parce que plus les coûts pour les Français, pour payer leurs soins, va être important pour eux, plus les difficultés d'accès vont être importantes. Et pour l'instant, on n'est pas du tout dans une logique de judiciarisation de ces aspects-là. Simplement, on essaie de retrouver un équilibre avec le meilleur accès aux soins possible et les meilleurs soins de santé possibles. Alors bien entendu, les forces sont centrifuges parce que les médecins veulent plus pour mieux soigner, les Français veulent être remboursés le plus possible, et l'État et l'assurance maladie veulent être garants du système et de faire en sorte que celui-ci soit en équilibre. Et donc là, on rentre dans le champ politique et le débat parlementaire. Uma pergunta da psicóloga da Rede de Saúde Mental de Niterói, Cecília Magalhães. A pergunta é comum no Brasil observarmos grande impacto, muitas vezes negativo, sobre a assistência na saúde pública quando dá mudança de gestão. Muito se discutiu nesse seminário a respeito dos medicamentos. Gostaria de ouvi-los sobre como garantir uma assistência de qualidade e a manutenção dos avanços conquistados no que diz respeito aos recursos humanos, tendo em vista que os compromissos e os esforços para tal são assumidos muitas vezes pelos próprios profissionais de saúde, pacientes e familiares. Eu pediria ao Dr. Túlio que respondesse esta pergunta. A garantia das políticas, da continuidade das políticas, mesmo com a mudança de governos, é sempre uma questão difícil. Toda mudança de governo, sobretudo quando há descontinuidade administrativa, é sempre um período de turbulência. Mas o Sistema Único de Saúde, ele prevê, por exemplo, a participação popular através dos conselhos municipais de saúde, Conselho Estadual, Conselho Nacional de Saúde. Então, essa prerrogativa, me parece que, no momento, é a possibilidade de tentar, através dos conselhos, que são órgãos deliberativos das políticas de saúde, a manutenção daquelas políticas consideradas pela população como políticas acertadas, não é? Agora, se a mudança de política fere algum direito, o Ministério Público tem sido um organismo ao qual a população tem recorrido muito, né, para garantir aquelas direitos, aquelas questões já tidas como asseguradas à própria população. Então, o SUS é um regime que já, vamos supor, ele já atribuiu na participação popular como se fosse um sistema de autodefesa da política de saúde. Isso está na Constituição Federal, que tem um quesito que diz a participação da comunidade garantida ao SUS e foi regulado pela Lei Federal 8142. Tem uma outra pergunta. Essa pergunta ela foi formulada pela professora Sulamita, da Escola de Serviço Social da UF, né? E ela é direcionada ao professor Túlio. Bom, doutor Túlio, quais são as contradições entre as concepções de direito e proteção, bem como direito e benefício no contexto de um mundo globalizado de capitalismo monopolista e bárbaro? Bom, as contradições, eu tentei falar um pouco delas, das contradições, né? Por exemplo,
do paradoxo. Ao mesmo tempo que nós festejamos o grande avanço tecnológico na saúde e entendemos que deve ser incorporado à humanidade, ao mesmo tempo, esse avanço tecnológico ele não é incorporado na necessidade, mas é incorporado como valor de troca, como eu disse, né? Então, eu acho que esse paradoxo ele já define para nós as dificuldades que nós temos a enfrentar quando nós pensamos na mudança de um modelo de assistência à saúde que esteja centrado na defesa da vida sobretudo e ver os serviços e produtos de saúde como valor de uso, né, portanto, como algo a ser incorporado pela humanidade no seu conjunto, de acordo com a sua necessidade. Então, o principal desafio é esse, né? É esse, não é um desafio pequeno, porque a capacidade que se tem de formar opinião, que faz com que as pessoas sempre associem cuidado ao consumo de alta tecnologia, essa capacidade é muito grande, né? E é com isso que nós lidamos. E a coisa mais difícil que existe no mundo é você mudar cultura, mudar comportamento, mudar verdades já instituídas em cada um. Isso é o mais difícil. E que não se muda apenas por norma, né? Você pode baixar um decreto dizendo que todos vão fazer atendimento humanizado. O atendimento humanizado ele só é feito se o profissional de saúde tem isso como uma verdade instituída nele mesmo, né? Se ele não tem isso, se ele acha que o cuidado é só a prescrição a ser feita, então esse atendimento humanizado não vai existir, mesmo que tenha um decreto que defina que sim. Porque quando ele está na relação com o usuário, e essa é uma relação muito singular, privada quase, então é nessa relação que ele vai definir se o atendimento é humanizado ou não. Quer dizer, então os desafios que temos são muito grandes, né? A nossa última pergunta, então, é direcionada ao Dr. François. A questão, como o doutor François colocou, que vai além, né, na questão da desigualdade, além só da questão da saúde, né, é a formação dos profissionais que determina, de alguma forma, a questão dos direitos sociais, seja ele educação, né, eu vou ter aí trabalho. Então, além só da saúde, né, o fator de avanços tecnológicos, há outros fatores que são debatidos. E aí ele colocou no finalzinho da fala dele que no Brasil a gente tem um problema da política, né? Porque a política não é a política ainda interferindo nesse desenvolvimento, né, nesses direitos sociais. Então a minha pergunta para o professor François, se é isso que eu entendi. Se há, além da gente se preocupar só com a questão das novas tecnologias, alta complexidade, a gente tem um problema maior, que é um problema que o Túlio colocou, de cultura, né? E de cultura patriarcal e de modelos que a gente herdou e que a gente não consegue modificar. Isso através, é o que você falou, a formação dos profissionais. Não dá só para dar resposta pela tecnologia, né? E a cultura se muda, se aprende de um jeito, pode se aprender de outro. Merci Madame de cette question, car vous ouvrez le débat sur comment faire en sorte, d'une certaine manière, pour réduire les inégalités de santé. Et les réponses sont à la fois agir sur le système de santé, et c'est un élément important, et l'autre point, c'est très clairement de jouer sur le fonctionnement général de la société, car les déterminants de santé sont avant tout non sanitaires. Et donc on voit bien qu'agir sur le logement, agir sur l'assurance chômage, agir sur l'environnement, sur les conditions de travail, vont pouvoir jouer sur l'état de santé de la population. Et la question, c'est comment faire pour que ces questions de santé soient prises en compte. Et une des propositions qui est en discussion actuellement, c'est
un concept qui est pris des Canadiens qui disent health in all politics. Et ça veut dire la santé dans toutes les politiques, et de faire en sorte que lorsqu'on prend une loi, un décret, on se dise est-ce que ceci peut avoir un impact sur la santé et est-ce que l'on peut agir dans ce domaine-là. Alors je prends un exemple, ça peut être le temps d'activité physique à l'école. Ça peut être un moyen de lutter contre l'obésité. Est-ce que les cantines à l'école ne doivent pas être obligés de faire une restauration équilibrée? Est-ce qu'il faut limiter les distributeurs de barres chocolatées ou des canettes sucrées dans les écoles? Et ainsi de suite, agir sur des politiques non sanitaires, mais dans un but de santé. Et c'est une révolution culturelle et juridique qu'il faut avoir dans ce domaine-là. Et le seul pays, enfin même région qui l'a fait, c'est le Québec au Canada. Et donc c'est érigé en politique de santé cet élément de promotion de la santé à travers des éléments non sanitaires. Alors si je peux répondre à Tullio sur les hautes technologies. La position française, elle est de dire que l'innovation est incontournable et qu'il faut l'accompagner. Et donc si on a un nouveau matériel à résonance magnétique, il ne faut surtout pas le refuser parce que c'est le progrès. Par contre, si on l'autorise, il faut faire en sorte que les vieux examens ne soient plus prescrits et que ces cette nouvelle technologie soit prescrite à bon escient et sous contrôle de la prescription médicale. Et donc, la position française, c'est de dire il faut autoriser la nouvelle technologie, il faut faire des recommandations de pratiques professionnelles pour prescrire cette nouvelle technologie, il faut vérifier que les médecins suivent ces recommandations, et s'ils ne les suivent pas après évaluation, se fixer des objectifs avec eux. Et aujourd'hui, lorsqu'on a une nouvelle technologie dans mon hôpital, on adapte cette stratégie de cette façon-là. Parce qu'il faut rentabiliser ces examens coûteux et qu'il faut qu'ils soient accessibles à tous ceux dont qui en ont besoin. Et c'est une réponse qui fonctionne à partir du moment où tous les éléments du puzzle sont mis ensemble. Bom, eu gostaria de agradecer ao Dr. François Bourdion, ao Dr. Túlio Batista Franco pelas suas exposições, as comparações entre os dois sistemas, Brasil e França. Obrigado.